Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Julien de Pilotine, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui avec Benoît Collet de chez Pledzi, qui sera donc notre expert et intervenant du jour sur le sujet des plans marketing digital gagnants pour 2024. Salut Benoît, tu vas bien ? Salut Julien, oui, je vais très bien. Et toi donc? Moi, je me remets un petit peu de ma fameuse diagonale des fous. D'ailleurs, je suis actuellement à La Réunion. À travers la fenêtre, là, il y a des palmiers et tout. C'est hyper sympa. Et donc, du coup, voilà, très content de reprendre du service et de pouvoir reparler digital avec toi. Ça va être vraiment top parce que tu nous as préparé un contenu assez copieux, très intéressant. Et du coup, voilà. En train d'ailleurs de partager. Pour tous ceux qui le souhaitent, effectivement, on pourra envoyer la présentation directement à la fin. Alors là, Benoît, je crois que tu n'es pas en plein écran, ton truc. Ouais, c'est bizarre ce que ça me fait. Ok. Juste là, là c'est bon. Là, c'était bon là. Oh, on va le mettre en plein écran, ça va être beaucoup plus simple. Ouais, ça va être plus sexy. En tout cas, ouais, Benoît vous a préparé un contenu assez dingue qui présente tout ça. Du coup, j'espère que vous allez profiter, comme moi, de ce moment. Je vais apprendre aussi énormément de choses, donc j'ai hâte. Coucou tout le monde, en tout cas. Hello Marine, Stéphanie, Thomas, Marion, Henri, Linda, Marina, Sandrine, Charles, Lorenzo, Laure, Lucie et tous les autres. N'hésitez pas à faire un petit coucou directement dans le chat. N'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions pendant tout ce déroulé. Moi, je vais pas être du tout l'expert, je vais être l'intervieweur aujourd'hui, l'animateur. Donc, je suis là pour poser les questions que vous allez poser à Benoît directement pour l'interrompre, parce que sinon, Benoît, il va partir là, il va tout raconter. Donc, du coup, n'hésitez pas à poser plein de questions, comme ça, on pourra, je pourrai animer justement ce super webinaire. C'est le but, qui est un maximum d'interaction. Vraiment, n'hésitez pas, à tout moment, on rebondira de toute façon, c'est l'objectif, on pourra prendre des exemples, on sortira des slides à tout moment si besoin. Donc c'est l'avantage de ces beaux outils, c'est que justement on peut rebondir en live. Et Julien, tu es humble, mais je n'ai rien à t'apprendre. Mais merci de jouer le rôle de l'intervieweur. Allez, je te laisse attaquer. Tu vas nous faire un petit résumé de ce qu'on va voir aujourd'hui. Tu vas te présenter aussi et après on déroule. Ouais, donc on a découpé ça en 3 parties. Tout d'abord, on va voir les tendances 2024 ensemble. On va ensuite enchaîner sur les meilleures strates de contenu. Comment on fait pour être, on va dire, intelligent dans notre création et surtout avec nos ressources, avec nos moyens. Et enfin, on verra 3 plans pour l'année. Et donc l'idée, c'est de voir comment vous allez prioriser en fonction de vos objectifs. Et tout d'abord, du coup, une présentation. C'est exactement. C'est marrant parce que j'étais déjà intervenu il y a 2 ans déjà. Ça remonte. Donc j'ai mis à jour l'âge, mais ma passion, mon gâteau préféré est toujours le fromage. Voilà. Et donc l'idée, et j'aime bien cette citation qui vient de mon ancienne chef, qui est justement d'être toujours dans la résolution de problèmes, dans la proposition de solutions. Donc, et c'est vraiment quelque chose qui est très fort en marketing. C'est un peu notre job justement, c'est de lever des problématiques. On va y revenir tout à l'heure d'ailleurs avec un framework qu'on va utiliser. En tout cas, si vous avez la moindre question en lien avec ce webinaire, n'hésitez pas à poser dans le chat et surtout vous pouvez ajouter directement Benoît sur LinkedIn. Il partage régulièrement plein de bonnes pratiques, choses. Donc Benoît Collet directement sur LinkedIn pour rester en contact avec lui et lui poser des questions après le webinaire si besoin. Il faut pas hésiter. Alors, je suis pas le plus actif sur LinkedIn, mais j'essaye quand même. Et désolé, j'entends que je parle un peu du nez. C'est la période. C'est voilà, les virus de l'automne sont là. Je vous ai mis des petites citations à chaque fois. J'aime bien votre template chez Pilotine. Voilà, c'est sûr. Parce qu'on va parler tendance. La tendance naturelle de l'esprit humain est de croire avant de savoir. Tout ça, c'est pour vous dire que si tout le monde, tous les experts demain vous disent que la tendance 2024, c'est ça, vous allez y croire. Et potentiellement, c'est en ne suivant pas cette tendance que vous allez le mieux performer. Donc attention à ça. Et justement, on va voir ensemble ce qui est en train de se passer. Alors
La grosse tendance, forcément, c'est ChatGPT. C'est un peu le rouleau compresseur de l'année 2023. Et je vous ai mis en ligne des petites stats. Ce qu'on a vu, c'est que ça a atteint son pic en fait en mai, et que depuis, ça s'est stabilisé, voire ça a même baissé. Alors, j'ai pas les toutes dernières stats, mais concrètement, il y a eu un vrai effet de mode, et on voit déjà que les gens se sont un peu lassés. On a vu les limites, mais il y en a qui l'ont adopté pour toujours. Moi, je vois, par exemple, j'ai des collègues qui l'ont toujours ouvert dans une petite fenêtre, et du coup c'est en train de révolutionner notre façon de faire du marketing. Je vous ai mis un autre petit graphique, c'est les projections de l'utilisation en fait de cet outil en 2030. Donc là, c'est quand on dézoome un peu, ce que l'on voit, c'est que on est qu'au début de l'aventure et que ça va grandement impacter notre quotidien. L'idée, c'est de voir ensemble comment en fait. Donc on va y revenir. Là, je vais parcourir un peu, vous montrer des chiffres, etc. et essayer de prendre du recul sur comment ça va nous impacter. L'IA, il y a ChatGPT, mais en fait l'IA, ça fait des années qu'il y en a dans tous les outils, et notamment Google. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'on a Google qui est en train de tester ce qu'ils appellent la Search Generative Experience. C'est, puisque Bing d'ailleurs l'a déjà lancé. L'idée, c'est d'avoir des résultats générés par de l'IA. Donc forcément, merci Marion, je suis en mai, les étudiants avaient terminé leur mémoire, sont partis en vacances. Oui, très bonne blague. C'est fort probable. Mais vraiment, l'idée dans l'IA de Google, c'est que les résultats vont être générés un peu en live, on va dire. Donc c'est plus du tout le même algorithme en fait de Google. Donc ça, c'est une grande transformation. Ce que l'on voit, c'est qu'ils travaillent dessus. Donc, par contre, ce qui fait peur, je sais pas si vous avez eu l'occasion de tester, en fait, c'est déjà une tendance sans l'IA dans les résultats qui était en cours, c'est qu'on va avoir de moins en moins de place pour les résultats naturels, on va dire, et du coup de moins en moins de clics, et du coup, qui dit de moins en moins de clics, dit de moins en moins de trafic. Et donc un retour sur investissement pour les référencements, pour nous marketeurs, qui est de plus en plus bas. Donc ça peut faire peur. Je parcours un peu les petites tendances et après on va prendre du recul. L'autre chose de l'IA, c'est sur les réseaux sociaux. Donc ça, pareil, les réseaux sociaux carburent aux algorithmes boostés à l'IA. Et donc là, je vous ai mis une petite courbe d'utilisation de TikTok. Donc c'est leur active user base. Donc cette courbe, elle est juste folle. Et je vous ai mis également un comparatif avec l'engagement entre TikTok comparé à Facebook, Instagram et WhatsApp. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, TikTok, c'est plus juste des ados qui s'amusent avec et qui l'utilisent. On le voit arriver en B2B. On voit beaucoup d'adultes. Je vous garantis. Alors moi, je prends le RER parisien. Je peux vous assurer que TikTok, on le reconnaît à son interface. C'est impressionnant à quel point c'est utilisé. Et en plus, on voit que TikTok, ils ont compris un truc avec leur algo que les autres n'ont pas compris. Ouais, ce serait un très bon sondage. Merci Julien. Alors je ne l'utilise pas TikTok personnellement, mais c'est quand même une dynamique qui est super intéressante. Et donc d'un point de vue attention, d'un point de vue comment ils arrivent à garder les gens sur leur plateforme, il y a quelque chose qui se passe avec de l'IA qui est vraiment intéressant. Et en fait, on voit que c'est un format qui est très cadré de contenu, puisque ce sont des vidéos courtes qui sont addictives, on va dire, et qui doivent en gros procurer de la dopamine assez rapidement. Et donc en fait, c'est ce qu'on appelle le snack content, tout ce genre de choses. Et donc ça, il y a une grande, on va dire, on est dans une nouveauté, en tout cas dans le B2B, puisque d'un seul coup, on se met à faire des vidéos pour faire des stories, ce genre de choses, quelque chose qu'on ne voyait pas encore trop au B2B avant. Là, c'est vraiment arrivé sur l'année 2023. Alors, en parallèle, qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'on a de l'IA partout, et en fait, du coup, ce qui est en train de se passer, là je vous ai mis à gauche, alors le but c'est pas ne vous amusez pas à lire toutes les lignes du visuel à gauche, c'est un extrait d'un brevet de Google. En fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est, si vous avez suivi un peu le SEO, il y a des acronymes comme HIT par exemple, où le but c'est de voir l'autorité d'une personne. En fait, on a de plus en plus de contenu créé par de l'IA, et d'ailleurs il y a quelques jours,
voire semaines, alors je sais plus exactement, mais c'était en octobre, on a eu une mise à jour Google qui a grandement pénalisé des sites qui tournaient, on va dire, à base d'IA, c'est-à-dire qu'il y avait trop de contenu IA, et ils se sont pris vraiment un gros stop. Et il y a si vous voulez vous amuser, vous allez sur Twitter, vous allez voir plein de courbes de trafic qui montrent que d'un seul coup, en fait, le trafic est divisé par 5, 10, enfin c'est assez impressionnant. Donc là, ce que l'on voit, c'est que Google, forcément, il laisse faire en général pendant un certain temps, et puis après, boum, on a une mise à jour d'algorithme, et là d'un seul coup, les cartes sont rabattues. Ce que l'on voit, c'est qu'ils essayent de vraiment porter une grande importance aux indicateurs humains, c'est-à-dire que ils vont essayer de déterminer est-ce que la personne qui a écrit cet article est quelqu'un de reconnu et quelqu'un qui a une autorité, qui a quelque chose à faire valoir. Et donc, il y a plein de moyens de faire ça dans le contenu. Donc, soit juste la personne, par exemple, Julien a écrit un contenu, Julien fait du contenu et quelqu'un qui est actif sur LinkedIn, qui est visible. Eh bien, en fait, vous allez estampiller ce contenu par Julien, ça va donner un gage de valeur en fait auprès de Google, si on vulgarise. Et donc quelqu'un qui du jour au lendemain va créer un article sur un blog, en fait, il a moins de chances d'être référencé concrètement que quelqu'un qui est connu. En fait, ils essayent via leur algorithme de repérer ça. Et donc Margot, oui, ça c'est une bonne pratique. Le fait d'avoir des articles où on ne sait pas qui l'a écrit, etc., c'est une mauvaise pratique. Et donc le fait d'avoir, vous avez il y a ce qui est visible sur les pages, donc le fait d'avoir une petite boîte auteur, etc., ça c'est quelque chose qui est important. Et il y a ce qui est invisible, c'est-à-dire c'est par exemple les balises, schéma org, ce genre de choses. En fait, sans rentrer dans les détails, vous avez plein les plugins, par exemple si vous êtes sur WordPress, et d'ailleurs Pilotin est une agence WordPress, il y a plein de plugins qui permettent de faire ça très facilement. Et donc vous allez en fait relier vos pages concrètement, toutes les pages du site, à vos réseaux sociaux, par exemple, pour dire, bah voilà, là on est sur le site de Pilotin, le LinkedIn c'est ça, le Facebook c'est ça, le Twitter c'est ça, etc. Et donc chez Pilotin, nous avons tel et tel auteur, et donc cet auteur, il est présent sur tel et tel réseau social, etc., etc. Donc en fait, vous allez relier tout ça, et Google lit ces choses-là, et on le voit dans les brevets qu'ils déposent, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'avoir des notes, on va dire, pour les auteurs. Ce qu'il faut retenir, ce qui est vraiment, on peut avoir une idée des plugins. Oui, les plugins, il y en a plein. Vous avez Yoast SEO, vous avez Rank Math, vous avez, je vais perdre SEO Key par exemple qui vient de sortir, qui est un outil nantais. Donc voilà, vous avez pas mal de plugins. Je sais pas si Julien, n'hésite pas à compléter. Je suis pas du tout expert WordPress pour le coup. Et du coup, Benoît, tu regardes les commentaires. Alors du coup, moi, je peux plus faire l'interview. Vas-y, rebondis. Désolé, je vais pas regarder. J'ai les masques. J'adore rebondir en live avec les commentaires, mais vas-y, je ne les regarde plus. Bon. Mais je te laisse poursuivre, on pourra se garder quelques questions pour la fin aussi. Ok, mais c'est vrai que j'aime bien répondre en live au fil des slides. Tu réponds du tac au tac, c'est très bien. Donc l'idée, en fait, ce qu'il faut retenir, Google est en train de valoriser l'humain, si on peut dire. Donc en fait, certes, vous pouvez faire de l'IA. Par contre, comment on va faire pour trouver le juste milieu entre les deux? Et donc en fait, surtout, c'est que dans le contenu, ils sont en train de vouloir rehausser le niveau. C'est-à-dire que vu que tout le monde va pouvoir faire du contenu plus facilement, il va falloir être encore plus fort pour sortir du lot et être référencé. Et comme en plus Google accorde de moins en moins de visibilité, eh bien en fait, il va vraiment falloir apporter quelque chose de différent. Et ça, c'est vraiment le truc qu'il faut retenir, savoir être différent dans nos contenus et sortir du lot. Comment ça se traduit du coup dans la stratégie de contenu? Bon, je vous ai mis une petite citation d'un anthropologue québécois. C'est attention au virus de l'intelligence artificielle. Ça ne fait pas tout. Ce qui est important, du coup, en tant que marketeur, ça va être notre esprit critique. Et ça, c'est pas facile, surtout en France. C'est-à-dire que ça remonte à l'école. Notre esprit critique, c'est pas ce qu'on développe le mieux via notre système scolaire. Et du coup, on va voir ensemble comment on fait.
Alors, déjà, c'était ma slide préférée. Ça, c'est non. C'est-à-dire, j'aimais beaucoup cette image de Shaun the Sheep. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé qui est génial, qui, je trouve, représente très bien les réseaux sociaux dans leur généralité. C'est-à-dire qu'on va essayer de briller, de montrer que c'est très bien. On va faire plein de contenus à court terme, essayer d'avoir du reach, comme on dit, sur ces réseaux sociaux, et tout le monde va suivre. Là, l'objectif vraiment, c'est de sortir du lot. Essayer de trouver quelle est notre différence en tant que marketeur, en tant qu'entreprise. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent chez nous, deviennent clients. Et donc, si on ne fait que suivre les tendances, si demain je vous dis allez tous sur TikTok, vous allez tous aller sur TikTok, on va tous faire du contenu, et en fait, souvent, c'est en faisant à prendre en contre-courant. Je vous donne un exemple très concret. En ce moment, il y a, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais en tout cas chez Pleddy, tout le monde s'en plaint. On reçoit des dizaines d'emails de gens qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, c'est de la prospection à froid, des gens qui ont trouvé notre email sur le web et qui vont shooter. Et donc, il y a eu en effet des très bons résultats ces dernières années. Il y a eu des outils français qui ont cartonné, qui ont permis de démocratiser ces techniques de cold emailing ou de prospection à froid, appelez-le comme vous voulez. Donc, ça a bien marché, sauf qu'aujourd'hui, comme tout le monde le fait, eh bien en fait, il y a des taux d'ouverture, des taux de clics qui sont en train de dramatiquement chuter sur de la prospection à froid. C'est-à-dire que les gens, dès qu'on connaît pas, et je suis le premier à faire ça, je choisis, je sélectionne, je n'ouvre même plus l'email. Donc ça, il faut faire attention. Tout le monde a suivi cette tendance. Si vous misez tout, si vous ne faites que suivre, ça ne va pas marcher. Par exemple, à l'heure où tout est digitalisé, envoyer une carte postale ou ce genre de choses, en fait, c'est peut-être le meilleur moyen de retenir de l'attention et de sortir du lot. Donc vraiment, c'est ça l'idée des tendances, et c'est là où je vous dis attention. Donc on va faire en sorte de voir ce qui marche à tous les coups. D'ailleurs, chez Pleddy, vous envoyez vous avez envoyé à vos partenaires des petits pots de fleurs, des trucs comme ça. Vous faites effectivement des petites attentions régulièrement, je pense. Ouais, où on fait même venir des champions du monde chez nos agences partenaires. Voilà, ce qui était arrivé à Pilotine. On avait fait venir Pierre-Ambroise Boss pour vivre une expérience avec vos clients et prospects. Voilà, ça c'est l'idée de faire des choses différentes. Et donc, ensemble, on va se mettre à la place des prospects pour voir comment on peut mettre des contenus pour les pousser en fait à l'achat concrètement, puisqu'au final c'est ça notre boulot. Mais déjà les bases. Alors je prends Pilotine et je vais leur faire des louanges pour commencer. C'est l'image de marque. En fait, il y a un prérequis. Première chose à travailler quand même. Donc il y a eu un gros travail de fait par Julien et ses équipes sur le nom déjà de l'entreprise et tout l'univers qui va avec, qui est marin. Et en fait, vous le retrouvez, quelle que soit la porte d'entrée vers chez Pilotine, vous allez retrouver cette image de marque. Et ça, c'est du boulot, c'est beaucoup de travail. Je sais pas quelle énergie vous y avez accordé, mais en tout cas, le résultat est très bon. Donc, c'est des histoires de couleurs, de typos, d'illustrations, de tons, et voilà, il se démarque d'une agence classique en allant à fond dans le milieu marin. Alors que vous êtes à Lyon d'ailleurs, ça pourrait être une agence proche de la mer. Il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'on était bretons, et pour répondre à ta question, quand c'est en interne, on met toujours un peu plus de temps pour le faire que si c'était avec des clients, mais on avait valorisé la refonte de notre identité et du site à peu près 20 000 euros. Ok, bon ça va, c'est pas déconnant non plus. On parlera tout à l'heure d'ailleurs des budgets et avec des méthodes sur comment calculer le bon budget. Ensuite, alors, on va essayer de se décentrer, puisqu'en fait notre travail en marketing, c'est d'arrêter de penser à nous et d'aller en empathie avec nos prospects. Alors, par exemple, moi je travaille chez Pleddy, notre cible principale, ce sont les marketeurs. Donc c'est facile pour moi, je suis ma propre cible. Mais en fait, alors c'est facile, ça peut être très compliqué, c'est-à-dire que des fois, à croire qu'on est la même cible, en fait, on fait des erreurs. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas tout à fait notre personnage. Certes, on vend à des marketeurs, mais potentiellement, c'est pas la même expérience, c'est pas tout à fait les mêmes problématiques. Donc, faut faire attention à ça. Et on va voir, en fait, essayer de se dire dans quelle phase de conscience de leurs problèmes ils sont. Je m'explique.
si vous arrivez sur un site et que vous dites voilà, nous sommes la meilleure agence pour développer votre site sur WordPress, c'est quelqu'un qui connaît sa problématique, qui a conscience que la solution à sa problématique sur son site web c'est WordPress, et donc ils cherchent la bonne agence, et donc ils sont solution aware, c'est-à-dire ils connaissent par exemple Pilotin, et donc vous n'avez pas à évangéliser. Ça c'est un mot qui fait un peu vieux d'ailleurs, qu'on entend moins aujourd'hui, mais vous n'avez pas à faire prendre conscience du problème. Donc souvent les sites sont tournés comme ça, c'est-à-dire que vous parlez à des gens, voilà, la meilleure agence WordPress. Ensuite, on a ce qu'on appelle Product Aware, c'est-à-dire que là, on a conscience, on ne connaît pas juste j'ai besoin par exemple d'un site sur WordPress, mais je sais que Pilotin fait des très bons sites, j'ai vu leur réalisation, je sais qu'ils sont basés à Lyon, etc. Donc là, c'est que la personne est product aware, on sait ce qu'ils font, on connaît un peu les bénéfices. Et ensuite, il y a most aware, c'est là, je sais, c'est eux, c'est cette entreprise-là, ce sont les meilleurs. Maintenant, mais potentiellement, je ne veux pas passer à l'achat. Et là, c'est très propre B2B, c'est-à-dire que même si la personne est convaincue, et je vous assure que ça nous arrive, par exemple chez nous qui vendons au marketeur, mais souvent c'est le dirigeant qui fait le chèque, le marketeur, il est must aware, il adore Pledzi, ça fait 5 ans qu'il consomme nos contenus, ça fait 5 ans qu'il suit ce que l'on fait, il connaît le produit, il veut y aller, mais par contre, il n'a pas encore convaincu sa direction. Bah là, par exemple, on est dans du must aware, et donc l'idée, c'est comment on va faire pour convaincre l'ensemble des preneurs des personnes qui vont être impliquées dans la décision. Et après, il y a 2 phases en amont. Il y a problem aware, c'est-à-dire que la personne, déjà, est-ce qu'elle a conscience de son problème? C'est quelqu'un qui a conscience de son problème, sur problem aware, c'est-à-dire que je sais que mon site, il est nul. Mais je ne sais pas encore que je vais prendre WordPress, par exemple. Donc, c'est-à-dire que j'ai conscience qu'il faut que je fasse une refonte, si on continue avec notre exemple. Et puis, unaware, là, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de son problème. C'est par exemple quelqu'un qui... Mon site, c'est quoi le problème? Comment ça, il ressemble aux années 90? Écoutez, j'ai toujours fait ça. Moi, mes clients, ils viennent avec le bouche à oreille. Et donc là, vous arrivez, vous leur dites, écoutez, je vais vous faire un site sur WordPress, il va être génial, il va vous générer plein de leads. Potentiellement, il y a un trop gros écart avec sa conscience de sa problématique. Et donc ça, c'est un framework qui est valable pour quel que soit le domaine, puisque de toute façon, que vous fassiez du B2C, du B2B, ça marche. Et en fait, notre boulot de marketeur, le but, c'est d'arriver, dès qu'on crée un contenu, dès qu'on fait une campagne marketing, à se dire, c'est de se dire, bon, globalement, je parle à qui? Parce qu'en fait, si vous parlez à la fois au must aware et au unaware, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que vous allez avoir, d'un point de vue copywriting, d'un point de vue les arguments que vous allez écrire sur votre page, c'est juste impossible de concilier les deux. Vous pouvez concilier potentiellement 1, 2, voire 3 phases si votre page elle est très bien faite, mais après ça va être un combo de pages, ça va être un combo. Ah, on a perdu Julien, j'espère qu'il va revenir. Il est parti à la plage peut-être. Je rigole, mais on va continuer, il va nous rejoindre dans un instant. En tant que marketeur, on va faire passer d'une phase à l'autre. Donc en fait, par exemple, quand quelqu'un est unaware, on va parler du problème pour le faire passer en problem aware, c'est-à-dire, tiens, votre site web, etc. Vous dépendez uniquement du bouche à oreille. Comment faire pour avoir des flux de prospects continus, etc. Ensuite, c'est à conscience de son problème pour le faire passer à solution aware. Vous allez parler des solutions. C'est-à-dire que, en fait, vous avez plusieurs choses qui s'offrent à vous. Par exemple, c'est la problématique. Si c'est de la génération de prospects, vous pouvez très bien, d'un côté, avoir un salon. Participer à un salon comme refaire votre site web. Si vous voulez, ça rentre en concurrence quand on est à ce niveau-là de problématique. Ensuite, d'ailleurs c'est super important parce que je fais un petit zoom sur ce point-là, c'est-à-dire que souvent en tant que dirigeant on va se dire non mais nous on est un logiciel qui fait exactement ça, il y a personne qui fait ça comme nous. Et puis en fait on a l'impression qu'on a qu'un concurrent, alors qu'en fait, on a des concurrents sur chaque brique de ce que l'on propose. Et ça, c'est vraiment, vraiment important parce que du coup, ça va impacter la façon de se positionner. Ensuite, pour passer du solution aware au product aware, on va parler des bénéfices de notre produit. Et enfin, pour convaincre que notre produit est le meilleur, là, on parle des fonctionnalités. Et en fait, si vous voulez, souvent, on va parler des fonctionnalités, mais par contre, on va avoir une cible qui est solution aware. Par exemple, en fait, là, vous voyez que
Ça ne colle pas. Et donc ce framework, moi je vous invite à vous l'imprimer, à l'avoir à côté sur votre bureau. Et en fait, le but c'est pas de l'utiliser minute par minute. C'est à chaque fois qu'on crée un contenu, on se dit tiens, ça va nous faire un effet miroir. On va pouvoir challenger. Est-ce qu'on parle à la bonne cible? Est-ce que notre contenu il est vraiment bien adapté? Et du coup, ce que tu recommandes, c'est de créer un contenu de chaque régulièrement, par exemple, c'est-à-dire si tu fais un contenu par semaine, toutes les 5 semaines, tu fais un nouveau contenu d'une typologie différente? Pas tout à fait. En fait, il y a déjà l'état de votre marché. Je donne un exemple. Le meilleur exemple, c'est tout ce qui relève de la sécurité. Les gens qui vendent des produits, par exemple le cambriolage, en fait, on n'a pas conscience du problème tant qu'on ne s'est pas fait cambrioler. Donc en fait l'idée c'est de valoriser ça. Par exemple, j'ai un très bon exemple B2B, c'est et d'ailleurs je remercie Axel Bring qui avait fait un contenu avec nous et qui m'avait fait connaître ce framework puisque je ne le connaissais pas avant et il est vraiment utile. L'exemple qu'il prenait sur le Unaware, c'est sur les hacks de sites web. Eh bien en fait tant que vous n'avez pas eu votre site hacké, pas de problème. Et donc les gens qui vendent des solutions pour prévenir ça, en fait c'est très dur de vendre. Donc là, il faut vous parler à du Unaware et globalement vous allez, c'est vraiment là votre focus sur vos campagnes d'acquisition. Alors que quelqu'un, par exemple, qui vend, vous qui vendez du site web WordPress, vous pouvez être juste Solution Aware et ne jamais parler à des Unaware potentiellement parce qu'en fait ça va être un trop gros boulot, ça va vous coûter trop cher d'aller chercher ces gens Unaware pour les ramener jusqu'au produit. Et donc ce que je conseille c'est de bétonner d'abord Solution, Product et Most Aware, on bétonne ça et j'ai une autre grille pour faire ça. Là, cette grille, elle sert à se mettre à la place du prospect. Maintenant, je vais vous mettre une grille pour vous, vos contenus. En fait, quand on parle de contenu découverte, c'est des gens qui sont typiquement unaware, etc. Là, on va faire de l'article de blog. On va viser large. C'est-à-dire que votre cible, elle est très large. Il y a plein de gens à qui vous pouvez vous adresser. Par exemple, vous allez parler aux marketeurs. Vous allez parler de personas dans votre blog. En fait, vous allez parler à tous les marketeurs puisque tout le monde doit faire ces personas. Par contre, de là à dire qu'ils vont acheter votre produit, Julien pourrait faire ce contenu comme nous, on pourrait faire ce contenu. Et on vend pas du tout la même chose. Donc, en fait, vous pouvez faire des articles de blog, il y a les kits, les exemples, les modèles, les quiz, livres blancs, les études, des infographies, newsletters, vidéos, webinars, podcasts. Il y a plein de contenus que vous pouvez faire pour ces gens-là. L'idée, c'est d'éviter de parler trop fort du produit et d'aller engager ces gens avec vos contenus. Ensuite, il y a la phase d'évaluation. L'évaluation, c'est quelqu'un qui commence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tiens, je cherche une solution ou je cherche un produit. C'est quelqu'un qui a conscience de son problème, qui commence sur votre site, aller regarder des pages produits, ce genre de choses, mais qui n'est pas encore dans un acte d'achat à proprement parler. C'est-à-dire qu'il se renseigne, il est en veille, mais on n'est pas encore au stade du tiens, je vais en parler à mon dirigeant, par exemple, si je suis pas le décisionnaire. Donc là, il y a plein de contenus et par exemple, les pages phares que tout le monde a normalement, c'est des pages produits ou services ou fonctionnalités. Par exemple aussi les pages de prix. Et enfin, il y a la phase d'achat où là, on va utiliser nos clients pour créer une multitude de contenus, citations, avis, notes, etc. On va recycler et on va potentiellement faire des articles de presse. On va utiliser des contenus comme le catalogue brochure. Alors ça, c'est souvent le débat. Est-ce que c'est évaluation achat? J'ai envie de dire, c'est pas très grave. On va y revenir d'ailleurs. Et donc, par exemple, des simulateurs de gains en B2B, c'est très important. Combien je vais gagner. Par exemple, si vous vendez un logiciel sur les moyens de paiement, sur tout ce qui est délai de paiement, etc., recouvrement de créances, vous pouvez chiffrer combien ça vous coûte de ne pas faire du recouvrement de créances. C'est très facile. Il y a des formules et en fait, vous pouvez sur un site web, par exemple, capter des gens et convaincre des gens de cette manière. Cette présentation, alors, vous l'aurez ou pas, Julien? Ouais, carrément, ouais. On en verra à la fin. Ouais, mais restez attentifs, n'ayez pas besoin de prendre des notes, vous pourrez tout retrouver après. Bien sûr. Donc voilà, donc ça c'est d'ailleurs quelque chose que l'on a intégré nous dans notre logiciel Pledzi. C'est vraiment l'idée de simplifier. Vous avez 3 phases et quand on crée des contenus, on essaye de se dire à quelle phase on répond et on va essayer d'en avoir un peu dans chaque phase. Moi, ce que je dis, c'est d'avoir à chaque fois au moins 3 contenus par phase, ça fait 9 contenus. Là, vous êtes pas mal et c'est largement suffisant pour avancer. Et du coup,
comment on fait pour passer à l'action pour 2024? Le meilleur moyen, c'est de fonctionner par campagne. Je vous mets un exemple, c'est l'exemple de l'entreprise Steam, donc qui plutôt que de se dire tiens je vais faire un livre blanc et du coup comment on va faire derrière pour avoir tout un écosystème de contenu qui va permettre de générer des clients. En fait, ce livre blanc derrière, ils ont fait une soirée de lancement avec les prospects et les clients. Ils ont fait une masterclass en présentiel. Ils ont fait 4 webinaires. Donc ça, c'est du bon recyclage. En amont, ils avaient fait 4 articles de blog, dont 2 sur HBR. Donc en plus, il y en avait sur leur blog et il y en avait sur d'autres sites web. Ils ont fait 4 cas clients sur des missions qu'ils avaient déjà fait. Et en fait, ils diffusent tout ça par réseaux sociaux, emailing, publicité, que ce soit sur Google ou sur les réseaux sociaux. Et en plus, création d'un workflow derrière avec, dès que vous avez ce livre blanc, vous allez avoir une histoire qui va vous être racontée. Et donc ça s'est fait, c'est beaucoup de travail en fait, parce que vous devez créer, donc ils ont fait un comité en interne pour avoir tout ça, et ils ont fait des vidéos à partir de ce contenu. Ce que je veux dire, c'est que souvent quand on pense contenu, on l'a vu juste avant, on va dire tiens c'est une vidéo TikTok, tiens c'est une infographie. Là en fait il faut penser le contenu à un niveau, on va dire un peu supérieur entre guillemets. C'est le contenu, c'est même si vous n'êtes pas encore sûr du format qu'il va prendre, c'est à quel niveau de conscience vous répondez, à quelle phase d'achat vous répondez et quelle est la problématique qu'on va traiter. Donc là, par exemple, c'était entreprise, comment se réinventer pour véritablement contribuer à la transition environnementale. Et vous avez du coup toutes ces problématiques qui sont traitées. C'est une problématique qui a été identifiée chez le client et chez leurs clients et leurs prospects, et vous allez faire cet écosystème après. Donc en fait, le travail de contenu, vous le faites entre guillemets une fois et après on le décline. Et ça, c'est vraiment important pour rationaliser ses efforts. Tu connais Gary Vee ou pas? Gary Vaynerchuk, là? Non. Non, c'est un Américain, c'est un énorme influenceur dans le domaine du marketing. Et lui, il raconte que tous les jours, il arrive à créer 64 contenus, notamment en déclinant. En fait, tous les jours, il y a un caméraman qui le suit, puis il rencontre plein de gens, puis le mec, il filme tout. Et à la fin, ils vont décliner ça en post sur les réseaux sociaux, en autres. Donc là, lui, c'est par rapport à une journée du mec, toi c'est par rapport à un livre blanc, mais c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir décliner tout ça et de pouvoir recycler intelligemment tout ce contenu, et parce que ça fait gagner beaucoup de temps, et puis du coup en termes de message on est encore plus précis parce qu'on en rajoute une petite couche à chaque fois, quoi. Donc c'est pas mal. Exactement. L'idée, c'est vraiment l'efficience. Hein. C'est ce qu'on dit, c'est qu'on a tous des ressources limitées en fait. Ou si c'est pas votre cas, tant mieux pour vous. Mais mais souvent on doit faire des choix en fait. Et du coup, l'idée, là, je vous ai mis une campagne. Alors, on passe par un livre blanc. C'est un peu le truc classique, mais ça pourrait très bien être autre chose en fait. Ce qui est important, c'est de capitaliser sur vos points forts. C'est-à-dire que je donne un exemple. Julien, il est très bon pour animer un webinaire, il est très bon pour animer des formations et il est très bon pour prendre la parole. Est-ce que tu es un bon écrivain? Je sais pas. Mais voilà, l'idée, c'est qu'en tout cas, tu es capable de faire ces webinaires, de prendre la parole sur les réseaux sociaux et d'attirer la bonne cible par rapport à toi, d'utiliser ce que tu fais dans des formations. Moi, par exemple, je suis pas bon du tout en livre blanc, donc c'est pas mon point fort. Par contre, je sais faire des études, c'est-à-dire analyse de chiffres et en tirer des conclusions. Et après, je l'utilise dans des webinaires, ce genre de choses. En fait, chacun va prendre son point fort. Si votre point fort, c'est de vulgariser des choses, très bien. Si votre point fort, c'est la technique, très bien. Mais en fait, essayez de voir dans votre entreprise quelle est déjà votre proposition de valeur principale et vos points forts. C'est-à-dire, peut-être que votre point fort, c'est Jean-Michel qui est caché dans dans son bureau, qui n'ose jamais prendre la parole. Mais en fait, si vous, en tant que marketeur, vous arrivez à vulgariser ce que lui vous dit, en fait, derrière, vous avez du contenu. Et en fait, sa technicité à lui, il faut pas lui demander de faire une infographie ou ce genre de choses. C'est pas le but. Par contre, réussir à utiliser son savoir, à utiliser son contenu. C'est pour ça que j'aime bien dire que le contenu, attention à qu'est-ce que le contenu chez vous, et à de le mettre sur différents formats. C'est ça notre job de marketeur. On nous demande pas d'être expert dans notre domaine, on nous demande de faire cracher en fait aux experts ou aux gens qui ont cette compétence chez vous et de le mettre en différents contenus. Et vraiment, je voulais faire passer ce message aujourd'hui. Et après, appuyez-vous sur vos points forts. Par exemple, moi, j'aime pas prendre la parole sur les réseaux sociaux. Par contre, j'aime bien prendre du recul sur ce qui est dit. Du coup, on a créé Pledzi des codes. C'est un rendez-vous en podcast et en live. D'abord en live et après en podcast, vous pouvez le retrouver, et on va décoder des problématiques marketing. Et donc, plutôt que de rentrer dans des débats sur les réseaux sociaux, en fait, dès que j'ai un truc que je veux traiter,
on en fait un décode et derrière on va l'utiliser. C'est mon point fort. Bah après, il y en a d'autres, c'est autre chose. Il y en a qui vont faire des longs livres blancs qui sont passionnants. Bah, si c'est ça votre point fort, allez-y. Voilà pour les différents formats. Alors après, pour reboucler avec ces tendances, c'est pour ça que j'aime bien me déconnecter des tendances, parce qu'en fait, si vous avez envie de faire une infographie, l'infographie ça a été ultra tendance à un certain moment. Aujourd'hui, si vous, pour faire passer votre message et pour faire prendre conscience, par exemple, d'un problème, vous trouvez que l'infographie c'est le meilleur moyen de mettre, de valoriser ce que vous avez à dire, en fait, bah allez-y, foncez, faites une infographie, on n'en voit plus. Donc, en fait, vous avez de fortes chances justement qu'elle soit relayée sur les réseaux sociaux par des gens dans votre secteur, parce que, bah, en fait, le message, enfin, l'écosystème n'est pas saturé par ce genre de contenu. Et après, sur l'utilisation de l'IA, bah, en fait, l'IA, c'est votre assistant. Et vous, l'idée, c'est de vous concentrer, parce que, pour le coup, on n'a plus d'excuses pour ne pas faire de contenu. Pledzi a été créé en 2015. En 2015, parler de contenu, les gens étaient là, oh là là, mais attendez, il faut faire un article, il faut faire ça. Non, mais moi, je suis pas capable. Un livre blanc? Non, mais attendez, on en reparle dans 2-3 ans. Donc, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Tout le monde fait du contenu, tout le monde, ne serait-ce que la moindre brochure ou par exemple un cas client, tout le monde en fait. L'idée, c'est de rationaliser ses efforts, parce qu'en effet, on peut aussi faire des choses qui servent à rien. Et ça, il faut faire attention. Donc l'idée, c'est de se dire que bah, vous créer 10 contenus par de l'IA, les publier sur votre blog et espérer que les gens vous trouvent, ça ne marche pas. Par contre, se dire que on fait cette réflexion, ce qu'on a vu ensemble avant, où en est ma cible, quel est le meilleur contenu chez moi et quelle est ma proposition de valeur, et ensuite on fait un plan. Et donc l'idée, c'est qu'on va se dire que l'IA peut nous servir pour compléter une idée. Par exemple, vous commencez à avoir une idée, vous n'êtes pas sûr quel est le meilleur contenu, etc. Bah, en fait, plutôt que si vous ne pouvez pas débattre, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, vous êtes la seule personne au marketing, bah, vous utilisez ChatGPT pour vous faire le ping-pong et essayer de trouver des nouvelles idées. Bah tiens, j'ai eu cette première idée de titre, tiens, donne-moi 10 autres idées complémentaires. Et par exemple, moi, souvent, ce qui m'arrive, c'est que les idées, elles sont pas top, mais je vais prendre un peu de chacune et je vais en faire un truc sympathique. Et donc, voilà, ça, c'est très pertinent. Rédiger un brief, ça, c'est très pertinent également. C'est-à-dire que vous avez votre modèle, vous avez votre idée, vous savez les messages clés que vous voulez faire passer, bah, vous n'êtes pas très bon écrivain, n'écrivez pas. Faites-le faire par de l'IA, c'est très bien. Vous voulez faire un brouillon d'article, vous voulez recycler un contenu, par exemple, vous avez déjà votre livre blanc, vous voulez le décliner en un article de blog, bah pourquoi pas prendre de l'IA. Par contre, là où on a le plus de valeur, et ça j'en suis persuadé, et quand on analyse par exemple chez Pledzi nos contenus qui performent depuis des années, c'est des contenus où on a porté une très très grande attention au style. C'est-à-dire, par exemple, on avait fait un article sur les statistiques de contenu en content marketing, mais en fait, il y avait de l'humour dedans. C'est-à-dire que plutôt que de faire 50 statistiques de content marketing comme faisait tout le monde, c'était un peu à celui qui avait la plus longue, bah on disait on va pas rentrer dans le concours de celui qui a la plus longue. Et du coup, on va vous donner réellement les stats qui sont importantes pour votre quotidien. Et donc, c'est beaucoup de travail en fait de faire ça. C'est-à-dire que d'aller à l'inverse de la tendance, c'est là où on a le plus de valeur, parce qu'en fait, concrètement, ChatGPT, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ce qu'on lui a donné et il fait la même chose. Donc en fait, on est dans un effet de mouton, pour rebondir sur ce qu'on a fait tout à l'heure, qui est très important. Et donc là, notre but à nous, c'est d'aller chercher du point de vue du style et d'aller donner des exemples réels. Par exemple, combien d'articles prennent comme toujours les mêmes exemples, Airbnb, etc. Si vous prenez des trucs gros, ça va être à la fin de MSN, ils ont mis ça, etc. Bon, bref. Prenez des exemples vraiment dans votre domaine avec vos clients, vos prospects. Et ça va tout changer. Et après, essayez de bien peaufiner l'intro et la conclusion. On a pris beaucoup de temps sur ces sujets de contenu. Merci à Lucie pour le petit message. L'idée, c'est de faire 3 plans marketing. Et là, j'ai voulu faire plaisir à Julien sur la façon sur l'analogie. L'idée, c'est de prendre le sport comme analogie. Alors, on va prendre 3 objectifs. Ouais. Tu m'as dit, j'ai pas entendu, pardon. Je disais c'est beau, en plus la course à pied, c'est parfait, quoi. On va prendre 3 objectifs de marketeur. Le premier, c'est l'acquisition. Votre objectif, c'est de faire venir du trafic. Donc là, concrètement, comment on va faire? On va essayer de faire
de se faire voir sur d'autres sites que notre site web. Donc, ça va être en général, numéro 1, c'est le référencement, numéro 2, réseaux sociaux, numéro 3, publicité. C'est les 3 canaux les plus utilisés quand on regarde les statistiques, en tout cas chez nos clients. Ensuite, il y a la conversion. La conversion, c'est une fois qu'on a des gens sur notre site, comment on fait pour récupérer leurs coordonnées? Là, l'objectif, on va le faire à l'aide de formulaires, landing page, etc. L'idée, c'est vraiment de se construire une audience, d'avoir des gens à qui vous pouvez derrière envoyer vos messages. Et enfin, l'engagement, là, l'objectif, c'est de détecter les bons prospects, ceux qui sont prêts à acheter votre produit ou vos services. Donc là, j'ai mis un bel anglicisme également, de toute façon KPI, c'est un anglicisme aussi, c'est le MQL, c'est le Marketing Qualified Lead, c'est quelqu'un qui est prêt à l'achat. Donc quand on reprend nos phases de tout à l'heure. Et donc là, les moyens, ça va être à l'aide de tracking, de scoring, des emails, etc., etc. L'analogie au sport, la voilà. En fait, quand on regarde, souvent, alors je sais qu'il y a plein de gens qui démarrent la course à pied et se lancent direct dans un marathon. Attention là-dessus, c'est quand même plus compliqué que de faire un 10 km. Et je vous ai faire mal, ça peut laisser des séquelles. Ouais. Ouais, les tendinites. Alors moi, j'ai connu les grosses tendinites aux 2 tendons d'Achille où vous pouvez même plus marcher. Attention à ça. Eh bien, c'est la même chose en marketing, c'est-à-dire que à force de vouloir faire tout le temps de l'acquisition, c'est ce que l'on dit. Hein, l'acquisition coûte beaucoup plus cher que le fait de convaincre un nouveau client, la fidélisation. Souvent, on dit ça. L'idée, c'est que quand vous faites de l'acquisition, vous êtes éloigné, on va dire, de l'achat, de l'acte d'achat. Si vous faites de la conversion, c'est très bien, vous allez avoir des leads, etc. Mais vous êtes encore loin de l'acte d'achat. Et si vous engagez une base de contact, valorisez votre base de contact et déclencher une intention d'achat, c'est quand même le plus simple à faire et c'est quelque chose où vous pouvez avoir un retour sur investissement très rapide. Et du coup, ça va être nos 3 plans qu'on va dérouler. Et à chaque fois, on va essayer de voir des exemples très très concrets sur comment vous pouvez avoir de bons résultats en 2024. Alors, l'acquisition. Premier conseil pour l'acquisition, en fait. Donc, ça va être un mix entre tout ce qu'on a vu. Voilà. En fait, je vous ai montré des modèles. Là, je vous ai montré. Alors, je reviens. Hop. En interne, on l'appelle le modèle ACE, comme le jus de fruits chez Pledzi. C'est-à-dire que même dans notre logiciel, aujourd'hui, dans les menus, en fait, vous avez acquisition, conversion, engagement. L'idée, c'est que quand on travaille en tant que marketeur, on le fait dans un objectif précis. Est-ce que c'est pour avoir du trafic? Est-ce que c'est pour avoir des leads? Ou est-ce que c'est pour avoir des MQL? Et en fait, à chaque fois, c'est de se forcer à réfléchir pourquoi on fait les choses. Sinon, on fait des choses inutiles. Et donc, l'acquisition, on va faire un mix entre ce modèle acquisition et tout à l'heure, ce que l'on disait sur où en sont nos prospects, est-ce qu'ils sont en découverte, évaluation, achat. Et donc là, le meilleur moyen d'avoir un impact en termes d'acquisition et de pouvoir aller chercher des gens sur d'autres sites, en fait, c'est de créer ce contenu qui est le cas client. Il a rien d'innovant, je le montre. C'est vrai que c'est ok, oui, classique, cas client, tout le monde le fait. Mais en fait, il est obligatoire. Et donc, je vous ai montré à gauche 2 exemples. Donc, par exemple, il y a Julien qui nous avait fait un témoignage qu'on a valorisé après sur notre produit. On a Mathilde, par exemple, qui avait... Donc ça, c'est des résumés, hein, c'est-à-dire que vous avez ici la citation qui peut être utilisée, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mais en fait, derrière, vous pouvez le décliner dans plein de formats. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour animer vos réseaux sociaux, vous pouvez l'utiliser sur votre site, sur différentes pages, et vous pouvez aussi en faire un document téléchargeable, par exemple, si vous avez des choses à dire. Concrètement, c'est un super moyen pour plein de choses. Par exemple, quand vous faites parler quelqu'un qui raconte son histoire, en fait, c'est le meilleur moyen de mettre des mots-clés. C'est-à-dire que mettre plein de mots-clés sur une page produit, c'est compliqué. Par contre, faire dire à quelqu'un, à Mathilde, oui, j'étais en recherche d'un logiciel de marketing automation, etc., etc., et vous faites raconter une histoire, là, en fait, vous avez tous vos mots-clés. Logiciel de marketing automation, c'est naturel, ça apparaît bien, et donc c'est un bon moyen après d'être référencé. Et donc, en fait, en tant que marketeur, souvent on se dit oui, mais c'est long les cas clients, blablabla, foutaise. C'est le meilleur moyen de faire vos personas. C'est-à-dire que si vous devez faire une seule chose, si c'est pas encore fait, et de toute façon ça doit être quelque chose de régulier, vous essayez régulièrement de parler à vos clients. Et à chaque fois, vous allez leur poser 3 questions. Quelle était votre problématique quand vous nous avez choisi? Comment nous avons résolu ces problématiques concrètement? Racontez et vous écoutez. En fait, il faut presque pas parler. Vous prenez des notes, vous enregistrez le mieux le rendez-vous et vous posez ces 3 questions. Et enfin, quels résultats vous avez obtenus? Souvent, et sincèrement, j'ai vu des modèles de cas clients un peu partout, il y a des dizaines et des dizaines de questions. Et en fait, ça, c'est ce qu'on fait en tant que marketeur pour se rassurer.
notre job de marketeur, c'est d'écouter. Et en fait, la personne va dire avec ses mots plein de choses. Par exemple, tout à l'heure dans une de mes slides, je vais dire le fait de valoriser qu'une base de contact c'est de l'or et qu'on cherche à la valoriser. Bah ça, c'est sorti de la bouche de nos partenaires et de nos clients. C'est-à-dire que, bah ok, c'est eux qui le disent. Donc derrière, on va l'utiliser dans notre marketing. Et souvent, on n'utilise pas les bons mots en tant que marketeur. On est persuadé, on dit, bah voilà, tiens, on va parler de MQL. Oui, mais les gens, ils parlent tous de prospects. Bon, bah, on va arrêter de parler de MQL, par exemple. Donc voilà, l'idée, c'est de prendre les bons mots et de le valoriser derrière en contenu. Et donc, avec ces simples questions, vous avez derrière de la matière, on va dire, pour animer vos réseaux sociaux, pour aller chercher des gens. Vous pouvez très bien faire une tribune, payer sur d'autres sites, etc., etc. Donc ça, c'est le meilleur moyen parce qu'en fait, vous avez déjà la matière première. Il suffit juste de passer un coup de fil et derrière de le concrétiser avec un contenu. Et vous êtes censé pouvoir aller chercher de nouveaux clients qui sont similaires à ceux que vous avez déjà. Alors, et ensuite, du coup, ce que je disais, à recycler à l'infini. Voilà. Typiquement, là, je fais un webinaire avec Julien et j'utilise une citation qu'il a fait il y a 3 ans maintenant, 2-3 ans. Ouais. Voilà. Ça me fait penser que chez Pilotin, on prend pas assez le temps de recueillir énormément d'informations de la part de nos clients et du coup, tu vois, je vais me le mettre dans mon marketing 2024. C'est une bonne, au moins une fois par an, voilà, ne serait-ce qu'un, c'est la bonne résolution 2024. Ensuite, je vous donne quelques idées de lead gen pour faire de l'acquisition. L'objectif, alors, en faisant ces cas clients, vous allez entendre des choses. Ils vont parler avec leurs mots. Et je vous donne un exemple ultra parlant dans le monde de l'industrie. Je crois que je l'ai déjà utilisé potentiellement chez vous, mais en tout cas, c'était un client qui faisait un logiciel pour l'industrie. Et en fait, ils se sont rendus compte en parlant avec tous leurs clients qu'ils parlaient tous de la norme CFR Part 11. Et bien en fait, ils ont fait des recherches là-dessus et ils se sont rendus compte que c'était quelque chose qui était très peu recherché, 30 requêtes par mois. Mais ils se sont dit, c'est pas grave, on est persuadé, si on l'a dans tous nos cahiers des charges, on y va. Et ils l'ont fait. Et en fait, en effet, ils ont eu plein de leads de cette manière parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Et du coup, en fait, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que tout ce qui est juridique, légal ou réglementaire, en gros, concrètement, tout ce qui est flou dans le monde B2B, et il y en a plein. En tant que marketeur, pour nous, c'est le RGPD, par exemple. Dans le monde RH, il y en a plein. WordPress, vous avez plein de choses. Par exemple, tout à l'heure, quels sont les plugins techniques qui permettent de faire ça? Bah ça, en fait, dès que c'est technique, les gens vont faire des recherches sur Google et du coup, vous avez une opportunité. Et ne vous fiez pas aux outils SEO qui vous disent que, surtout en B2B, vous avez que 20 requêtes par mois, du coup, ça vaut pas le coup. Je peux vous assurer que c'est beaucoup plus que ça, puisque les 5 styles de gestion de conflits PDF, c'est sur un autre site sur le RH. Il m'indiquait, lui, c'était 30 requêtes par mois pour les 5 styles de gestion de conflits. Je vous laisse apprécier le nombre de leads générés depuis que un contenu PDF a été créé. Il y a plus de 3000 leads qui ont soumis ce formulaire et on est sur un taux de conversion à 50%. Donc en fait, il y a des opportunités. Et ça, vous le découvrez en parlant avec vos clients. Ils vont utiliser des mots, vous regardez, et puis vous vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il y a en juridique, légal ou réglementaire dans mon secteur? Et là, vous avez de l'opportunité d'acquisition. Vous avez également les exemples ou les modèles, c'est-à-dire que vous prenez votre mot-clé et vous tapez derrière des fichiers. Vous faites ce genre de requête et en fait, en regardant les recherches associées dans Google, vous allez voir plein d'opportunités. Et si je vous mets ça dans le plan acquisition, c'est pour faire la transition avec derrière la conversion, c'est-à-dire que vous allez à la fois capter des gens qui ne vous connaissaient pas, et en plus derrière, quand ce sont des fichiers, des exemples, des modèles, vous avez une grosse opportunité de récupérer leurs coordonnées. Les modèles, c'est vraiment bien. Nous, par exemple, on a suivi du cahier des charges de site WordPress, on a ces éléments-là et ça fonctionne effectivement très très bien. Donc, n'hésitez pas à prendre même dans les documents internes que vous avez, à juste les mettre en marque blanche et bim, après vous les mettez à disposition et ça peut vous faire gagner énormément de leads. Ouais. C'est génial parce que tu vois ce que tu décris, Julien, c'est que vous valorisez des choses déjà existantes et souvent la mine d'or, elle est déjà chez vous en fait. Ensuite, pour finir sur cette partie acquisition, je voulais faire passer 3 messages qui sont importants. Souvent, vous avez déjà vu telle entreprise a réussi sans budget marketing. Souvent, c'est faux, c'est sans publicité. Et il faut pas résumer l'acquisition
à vos publicités. Tout ça, c'est une histoire d'équilibre. Vous avez 3 domaines. Le premier, c'est le paid. Du coup, tout ce qui est acquisition payante, c'est-à-dire que vous allez aller chez les autres. Eux, ils ont l'audience, ils ont vos cibles, et du coup, vous allez payer pour être visible auprès de vos cibles. Google Ads, LinkedIn, les bannières sur des sites, les salons, le sponsoring, tout ça, c'est du paid. C'est intéressant, mais du coup, ça coûte de l'argent. Ensuite, earned, c'est il faut donner pour recevoir, en gros. Donc, c'est-à-dire que vous allez engager du temps, souvent, et non pas de l'argent, pour derrière pouvoir être visible et capitaliser sur le long terme. Donc ça, c'est le modèle, par exemple, des réseaux sociaux en organique, tout ce qui est plateforme, les forums, les associations. Vous investissez et ensuite, petit à petit, vous allez avoir ces résultats. C'est au gain. Donc par exemple Julien qui publie régulièrement sur LinkedIn, eh bien en fait au bout d'un moment tu as de la visibilité, tu as de l'audience. Par contre, on ne contrôle pas, c'est-à-dire que on n'est pas à l'abri, et sur les réseaux sociaux on le sait, qu'il y ait une mise à jour d'algorithme et donc demain, du jour au lendemain, d'un seul coup le reach il baisse. Et ben ça c'est parce que certes on a gagné nos galons, mais en fait on ne contrôle pas ce canal. Donc on est dépendant de la plateforme. Et souvent ces plateformes nous font basculer sur du paid et donc ils essayent de monétiser. Et le dernier canal, c'est le owned, en fait, c'est votre blog, c'est votre newsletter, c'est votre communauté privée sur Discord, Slack ou je ne sais quoi. L'idée, c'est tout ce que vous contrôlez réellement. Et donc, en fait, notre objectif en tant que marketeur, c'est pas de faire tout à fond. C'est d'équilibrer, en fait, d'en faire par exemple que de la publicité à fond, que du earn à fond, ou que de la newsletter à fond. L'idée, c'est d'équilibrer, de se dire quel est mon niveau de risque. Quand je veux accélérer, je mets un peu de payant, mais faut toujours avoir une base en earned et en owned. Donc c'est la théorie des équilibres, et je vous ferai suivre d'ailleurs tout à l'heure. On a une étude sur la croissance que l'on lance. Donc l'idée c'est de voir comment les entreprises globalement équilibrent ce genre de choses. J'accélère un peu, hein, je vois que je suis long il était dense ce contenu. La partie conversion, je reprends le même visuel que tout à l'heure, je vous ai mis en bleu tous les contenus, les typologies de contenus qui peuvent être mis sous formulaire. L'idée c'est de en fait apporter assez de valeur et donc se dire ok, je déclenche un intérêt et je suis légitime pour demander les coordonnées de quelqu'un en échange d'un contenu qui a de la valeur. Si votre contenu n'a pas de valeur, laissez-le en libre accès. Ou s'il n'a pas assez de valeur. Enfin, l'idée, ce débat sur les formulaires est-ce qu'il faut supprimer ou pas les formulaires. Si vous supprimez les formulaires, c'est ce que l'on voit là, c'est que vous devenez dépendant en fait. Vous n'avez plus de own, vous n'avez plus d'audience qui vous est propre. Et donc en fait, vous allez devoir payer tout le temps ou dépendre des algorithmes des plateformes tierces. Donc en fait, essayez de trouver le juste milieu, capter, vous créez votre audience et en même temps aller en chercher ailleurs. Écoutez, je bois un peu. Et donc là, l'idée c'est d'essayer d'en avoir au moins un par phase. Si c'est votre pour 2024. Essayez de déterminer après quel que soit le type de contenu, mais par contre pensez par phase d'achat. Non, mesdames et messieurs, du coup, il faut faire votre marché ici. On avait dit 3 contenus par phase en 2024, donc il va falloir regarder ce qu'il faut faire. Si je prends mon exemple, nous, en découverte, on fait énormément d'articles de blog et de livres blancs, donc on va continuer là-dessus. En évaluation, on va faire beaucoup de pages, justement, enfin, plutôt des pages plutôt explicatives, la page produit ou page service, on va un peu plus étoffer notre offre. Et sur la partie achat, on va faire beaucoup de simulateurs et de formulaires effectivement qui vont permettre de faire des calculs de prix automatiques, des choses comme ça, pour justement choper aussi des leads à travers ce moyen-là et donner des moyens à nos visiteurs d'avoir des informations plus poussées en laissant derrière leur petite adresse mail, quoi. L'idée, ce qu'on disait tout à l'heure sur les 3 contenus, en fait, c'est 3 contenus ouverts, un contenu fermé, en gros, par phase. C'est un bon objectif à avoir. Aujourd'hui, justement, c'est ce qu'on disait avec l'IA, c'est assez facile d'avoir ces contenus. Donc, l'idée, c'est de se poser la question, par contre, voilà, pour chacune de mes cibles, qu'est-ce que je peux faire le plus rapidement possible. Et je vous ai mis quand on démarre même combat, évaluation, achat, c'est que après ça, quand vous commencez à rentrer dans ces débats, vous pouvez c'est
les gens qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas mon produit, et les gens qui connaissent mon produit. Et donc essayer de commencer déjà par ça, puis après on commence à peaufiner. Voilà, évaluation, c'est il n'y a pas encore d'acte d'achat, je cherche les solutions, et puis achat, vraiment j'essaie de convaincre et de rassurer. Mais au début vous pouvez prendre les deux comme un tout. Ouais. Il y a une petite question de Linda sur les pages fonctionnalités, et ça c'est quand on a un produit en ligne, un produit digital par exemple, on va détailler plus les fonctionnalités de son produit, ou enfin les fonctionnalités par exemple de son logiciel ou des choses comme ça. C'était ça, Benoît, pour toi? Exactement, ouais, tout à fait. C'est propre au produit, les pages fonctionnalités, tout à fait. Sinon, c'est pages produits ou services que j'ai mis juste au-dessus. Yes. Désolé, petite toux. Alors, du coup, comment on fait pour prioriser tout ça? L'objectif, c'est que vous preniez votre top 10 des pages, et pour chacune, on va se dire qu'est-ce qu'on peut proposer à ces gens-là. Donc en fait, déjà, on va se dire, est-ce que je parle, vous pourrez prendre tous les frameworks que l'on a, est-ce qu'on est en découverte, évaluation, achat, est-ce que c'est du unaware, du must-aware, etc. Et on va se dire, bon, quel est mon meilleur alibi pour que les gens me laissent ces coordonnées? Et donc l'idée c'est pas de forcer. Si par exemple vous êtes sur un article de blog qui parle de je vais prendre cet exemple. Vous êtes sur un article de blog qui parle de stock. Donc ça c'est un logiciel pour les commerçants. Et bien en fait, si je vends tout de suite, tiens, vous êtes commerçant, achetez notre logiciel. En fait là, c'est un grand écart. Donc typiquement, il y a peu de chances que vous ayez un bon taux de conversion. Par contre, si on est sur un article qui parle du niveau de stock et que je propose ce calculateur, tiens, comment on fait pour calculer un niveau de stock? Là tout de suite, ça marche un peu mieux. Et je vous montre les résultats. Donc ça, c'est un de nos clients qui avait un lead par mois. Au moment où ils ont commencé à utiliser Pledzi, ils ont mis en ligne ce calculateur de niveau de stock. Donc ils l'ont ajouté sur les 3 articles qui étaient les 3 meilleurs articles en termes de trafic sur sur leur blog. Et en fait, vous voyez que au bout d'un certain temps, on a eu 27% de taux de conversion, 17 formulaires soumis. Donc quand on part de 1 lead par mois, c'est tout de suite intéressant. Et donc, bien sûr, l'idée, vous n'allez pas avoir que des gens qui sont prêts à l'achat. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Mais ils sont en train de se créer une audience, et puis après, ils vont pouvoir voir ceux qui réellement vont voir leurs produits, etc., etc. Donc on découpe les problèmes. Et donc ça, c'est vraiment. Oula, pardon, je suis allé trop vite. L'idée, c'est de mettre un lien entre le niveau d'information que vous demandez. Donc, par exemple, là, je suis sur un calculateur. Je vais pas demander le téléphone portable et ce que la personne a un projet, par exemple, ce genre de choses. C'est pas du tout l'objectif. Par contre, on va demander l'email, le prénom et pourquoi pas la société. Ça, oui, c'est bien. Et on va garantir à la personne, par exemple, dans notre page, qu'on ne va pas les spammer, etc., etc. Et donc là, petit à petit, on se crée notre audience. Et donc, une fois qu'on a fait ça, puisque souvent, quand on veut pas mettre de formulaire, c'est qu'on fait derrière du workflow et du spam. Et du coup, voilà, ça c'est le petit visuel que j'aime bien pour représenter le workflow. Il y a eu des stats qui disent qu'il faut contacter les gens 7 fois avant d'avoir un rendez-vous. Et du coup, on fait des séquences de workflow à 7 étapes. En fait, non, ça ne marche pas comme ça. Arrêtez de spammer. L'objectif, c'est de savoir ce que les gens regardent sur votre site. Donc, on va justement regarder est-ce qu'on est en découverte, évaluation, achat. Vous allez classer chacune de vos pages, chacun de vos contenus, et on va essayer de voir ce que les gens font. Donc là, je vous mets un exemple. Donc ça, c'est un visuel de l'application Pledzi. On va être capable, par exemple, de voir que telle personne a ouvert la newsletter, que telle personne a soumis un formulaire, que telle personne a vu notre page tarif. Ça, ce sont des bons indicateurs. Et donc, en fait, plus les gens vont voir, on va scorer en fait automatiquement chacune des pages. Les pages en évaluation achat seront plus scorées que les pages en découverte. Et donc, en fait, on va se concentrer là-dessus. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive sur le site, qui va, par exemple, si on reprend notre exemple de tout à l'heure, lire un article de blog, télécharger un calculateur, si derrière il fait rien, en fait on va arrêter de le spammer, on va pas le faire rentrer dans un workflow pour lui dire tiens coucou, achète notre produit. Ce qui va arriver, c'est qu'on va plomber notre délivrabilité, c'est qu'on va spammer quelqu'un qui n'a rien demandé. Donc en fait ça non. L'idée c'est pour ça qu'il faut du tracking et essayer de voir ce que les gens font. Et l'objectif, c'est pas de s'immiscer et de leur dire tiens coucou, t'as vu ta page. C'est vraiment de réguler et de mieux calibrer nos communications.
Parce que en fait, souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on se base sur du clic. On va envoyer des emails, on va regarder des clics, et puis en fait, on va pas regarder ce que les gens font. On va traiter le clic de la même manière, quel que soit le clic sur l'email. Alors qu'en fait, alors déjà, dans les outils d'emailing, il peut y avoir des robots cliqueurs. Donc le clic n'est pas forcément un vrai clic. Donc il faut faire très attention à ça. Et ensuite, ce qui compte, c'est est-ce que la personne a le bon parcours sur notre site web. Et donc ça a énormément de valeur. Et en tant que marketeur, c'est ce qu'il faut regarder pour derrière être capable d'engager les gens. C'est-à-dire que l'objectif, c'est votre base de contact. Où en sont les gens? Si vous n'êtes pas capable de dire ça, eh ben du coup, votre base de contact, concrètement, ce ne sont que des contacts. Ce ne sont pas des prospects. L'idée, c'est de petit à petit les engager, d'être capable de détecter ceux qui veulent acheter, on va dire, ou qui ont un potentiellement, qui sont, en tout cas, ont vu nos offres. Et là, on va commencer à leur parler. Et inversement, ce workflow, donc ce que je disais, c'est qu'il ne s'industrialise pas, parce que si vous vous basez juste sur du clic, en fait, le workflow, il va continuer d'envoyer aux gens le même contenu. Et en fait, si vous envoyez tout le temps la même chose, ça ne marche pas. Donc l'idée, c'est de trouver le juste milieu. Bon, je suis en train de pitcher de manière indirecte ce qu'on vend chez Pledzi, mais c'est vraiment important. L'idée, c'est valoriser votre base de contact. Ça a en effet de la valeur. Par contre, les stats, c'est 20 à 30% de votre base de contact qui se perd chaque année. Donc l'idée, c'est de regarder qui réellement vient sur mon site, qui est en phase d'achat, et d'essayer de classer tout le monde pour prioriser vos efforts. Parce que si vous êtes capable de détecter ça, demain, vous envoyez un contenu en phase d'achat à ces gens-là, vous avez de fortes chances de générer des opportunités commerciales pour vos commerciaux. D'où le 10 km, donc la boucle est bouclée. Vous pouvez avoir un impact très rapide. Midi 1, c'était limite, mais on a presque tenu les délais, Julien. Je pense qu'on est bon, on est pas mal. Merci beaucoup, Benoît. Du coup, si on résume, comme tu le disais, pour les gens très très pressés, on peut attaquer en fait directement par le 10 km, c'est là où on aura le plus de résultats sur le court terme. Si on a un peu plus le temps et qu'on se projette sur du plus long terme, on attaquera notre semi-marathon. Et si on est très ambitieux et qu'on a le temps et qu'on a déjà fait peut-être des étapes précédentes, c'est là où on peut attaquer le marathon. C'était ça? Tout à fait. Voilà, c'est pas mal. Tu nous as donné plein d'informations hyper intéressantes. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme ça je vais pouvoir les poser après. Mais ce que je retiendrai, en tout cas ce qu'on va appliquer nous chez côté Pilotine, c'est de reprendre ta liste. Tu peux réafficher s'il te plaît la liste des contenus à créer là, en fonction des phases. Ça, je pense, ça va être un élément hyper intéressant pour tout le monde. Voilà, là c'est de piocher là-dedans en fait. Comme Benoît, ce qu'il racontait tout à l'heure, c'était faites par rapport à vos forces. Si pour vous êtes à fond sur la fidélisation de vos clients, tout ça, allez faire à fond des études de cas, creuser, parler à vos clients tous les jours. Si vous êtes plutôt en mode création de contenu, créer des infographies, créer des webinars, créer ces éléments-là. En tout cas, quel que soit vos velléités, le temps que vous avez disponible ou autre, il faut créer des contenus pour chacune de ces phases. Donc à vous de piocher là-dedans les éléments qui vous semblent être les plus intéressants et les plus accessibles pour vous. Et sur ta slide juste après, je crois, là tu disais de regarder le top 10 de vos pages. Donc ça c'est très bien. Et notamment, n'hésitez pas à aller sur Google Analytics. Si vous avez déjà Pledzi, d'aller sur Pledzi. On vous indique aussi les pages qui génèrent le plus de trafic ou quel que soit l'outil que vous utilisez. Allez voir votre top 10 des pages et demandez-vous, est-ce que vous proposez une action aux personnes qui sont sur vos pages? Et ça, c'est hyper important. Le site de Pilotine, avant sa refonte, il y avait à peu près 600 articles de blog où on demandait rien à nos clients. À part à la fin, en mode, est-ce que vous voulez un site internet? Ça servait strictement à rien. Suite à la refonte, nos pages qui génèrent le plus de trafic, si elles sont sur comment créer un cahier des charges, comment faire ci, comment faire ça, boum, on leur propose de télécharger un cahier des charges. Si ça parle de design, on leur propose de calculer le prix de leur design. En tout cas, on leur donne des calculateurs, on leur donne des livres blancs, on leur propose des webinars, on propose des actions vraiment concrètes qui permettent justement de générer des leads. Donc ça, ce sont d'excellentes pratiques à faire. Puisqu'on peut retenir aussi, c'est que les tendances 2024, ça reste de faire du bon boulot, comme en 2023, comme en 2022. Comme tu disais, c'est d'avoir votre niche, de connaître vos forces et d'aller à fond là-dedans. Et au final, d'utiliser intelligemment les chats GPT et tout ça, mais c'est pas ça qui va révolutionner non plus 2024. Exactement, et c'est si vous voulez, merci Émilie pour le petit mot sur le fait que ce soit clair, simple, puisqu'en fait
Ça a demandé pas mal d'années, mine de rien, de commencer à avoir tous ces frameworks qui s'entremêlent. L'idée, c'est d'avoir des niveaux de lecture et de prendre du recul, parce que j'ai été le premier à suivre énormément les tendances, et en fait, il y a des choses qui sont impérissables et qui marchent toujours. Et ces frameworks, le framework typiquement de Unaware, etc., ça date des années 1950. Donc, en fait, c'est toujours valable, c'est toujours les mêmes principes qui rentrent en jeu. Ce qui va changer, c'est les moyens que vous utilisez. Mais ça vient après, en fait. La stratégie de contenu, comprendre ses cibles, etc., ça c'est impérissable, ce sera toujours le cas. Et après, en tant que marketeur, on s'adapte aux tendances, etc., etc. Ok. Alors juste, il y a quelques petites questions. Ouais. Quand tu parlais des articles, qu'il fallait avoir des auteurs sur les articles, puisque la réputation de l'auteur de l'article va être de plus en plus importante, Marion demandait comment faire quand l'article est rédigé par une personne externe. Alors, nous, on a notre petit truc en interne, c'est qu'on utilise dans WordPress, on crée des auteurs, mais on ne donne pas accès à notre WordPress, bien sûr. En fait, on les crée sur notre email, avec ou des faux emails. Par exemple, vous faites, moi, mon email, c'est benoît.collet@pledzi.co. Vous faites benoît.collet plus @pledzi.co, et en fait, ça vous créez un nouvel identifiant, vous changez la photo, etc. Et en fait, vous avez cet utilisateur dans WordPress, et en fait, ce sont des personnes invitées. Donc par contre, il faut bien remplir leur profil avec les vrais liens vers leurs réseaux sociaux, etc. Et ça fonctionne. Alors, il y a peut-être des choses plus propres pour le faire, mais nous on ne le fait pas. C'est là qu'on voit que je suis pas du tout. Tu dis qu'il faut cacher que ce sont des personnes externes, ou du coup on... Ah non, moi je l'affiche. Ouais, on l'affiche, on le valorise, tout à fait. Ouais. Parce que si cette personne externe crée régulièrement des bons contenus, elle aura une bonne réputation et ça sera pris en compte, quoi. Exactement. Ok. On avait une question de Charles. Quelle est la limite dans le partage des éléments gratuits? Est-ce qu'il y a une limite? Alors, c'est une très bonne question, et il n'y a pas de réponse brute, j'ai envie de dire, puisque ça dépend de vous. Moi, j'ai envie de dire que il faut toujours laisser en gratuit assez pour que Google, en tout cas, nous référence. Je vous donne un exemple, on parlait tout à l'heure de modèle de cahier des charges, vous allez expliquer comment on fait un bon cahier des charges. Par contre, le template à télécharger, ce qui vous fait gagner du temps, derrière à utiliser au quotidien, ça, bien sûr, vous le mettez pas. Enfin, moi, je trouve que c'est con de le mettre en gratuit. En fait, il y a un moment donné, nous, on se dit, qu'est-ce qui coûte de l'argent? C'est-à-dire que un article où on explique tout, etc., la méthode, ce genre de choses, ça, oui, laissez-le en gratuit. Mais un outil tel qu'un kit ou un livre blanc, des choses qui, en fait, pourraient être payants, parce que si on prend l'exemple de Julien, il vous donne un modèle de cahier des charges. Si vous devez faire un cahier des charges avec une agence, ça va vous coûter plusieurs milliers d'euros. Donc en fait, nous on donne en gratuit tout. Ah oui, alors il y a deux niveaux de lecture, je me rends compte en répondant à la question. On donne en gratuit des choses où on se dit qu'ils peuvent être des alternatives à ce qu'on propose en payant. Je sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que, par exemple, un planning éditorial. Dans Pledzi, vous pouvez organiser tous vos contenus et avoir tous vos contenus au même endroit. En fait, le fait de faire ça, si vous n'avez pas Pledzi, vous allez souvent prendre un fichier Excel ou un Airtable ou un Notion ou ce genre de choses. Mais en fait, on donne ce modèle gratuitement pour montrer aux gens, allez-y, on vous le donne. Par contre, ça va vous prendre du temps de l'utiliser. Nous, on a un logiciel qui permet de le faire mieux. Donc souvent, ça, c'est un bon moyen aussi de se dire, tiens, ça, je le donne gratuitement parce que c'est le meilleur moyen de prouver que, en prenant notre solution, c'est encore mieux. Voilà, il y avait deux niveaux de lecture dans la question de charge. J'espère que ça répond à... J'ai un petit complément aussi. Nous, on parle des contenus GID, gratuits, intéressants et désintéressés. Parce que c'est les contenus qui sont, du coup, les plus faciles à diffuser. C'est pour ça que moi, je suis pas trop fan des plaquettes commerciales, des trucs comme ça. On va plutôt essayer de créer des contenus qui vont donner une information ultra intéressante. Tout ça pour dire que, comme l'avait mis Benoît dans sa slide précédente, dans une de ses slides, le contenu gratos, mais contre adresse mail, ils vont en avoir un, par exemple le livre blanc, et après on va faire plein de contenus très accessibles qui vont permettre de se référencer sur Google ou autre avec des articles de blog ou tout ça. Par exemple, notre cahier des charges, sur la page de téléchargement du cahier des charges, il y a déjà plein d'informations qui sont accessibles sans mettre l'email. Par contre, pour avoir le modèle de cahier des charges, là, faut mettre l'email. Non, c'est quand tu avais ton livre blanc avec toutes les petites flèches là sur les côtés. Ah oui. C'est ton étude de cas là. Ça va permettre de du coup cumuler le référencement naturel et en même temps de pouvoir quand même choper l'adresse mail à la fin, parce que les gens vont vouloir télécharger le contenu
nickel chrome, quoi. Voilà. Les articles de blog, ils vont permettre de pouvoir télécharger le cahier des charges, la masterclass aussi, les webinaires, les machins, les cas clients, tout ça. Et nous, on fait pareil. Autour de notre livre blanc, on a plusieurs articles de blog, autour de notre cahier des charges, on a plusieurs articles de blog qui parlent de ça. On a la page du cahier des charges qui parle de ça. On en a parlé dans nos newsletters, on a fait des posts LinkedIn sur le sujet, tout ça. Mais à la fin, la personne, elle veut gagner énormément de temps. Du coup, elle télécharge le fichier Word prête à l'emploi. Et du coup, nous, comme ça, on peut générer en soi un lead qui est froid pour l'instant, mais vu qu'après, on va rester en contact avec lui, il deviendra de plus en plus chaud, quoi, avec le temps. Et d'ailleurs, pour conclure, je peux compléter ce fonctionnement par campagne. Là, on parle d'événements. En fait, l'événement, le webinar ou les masterclass, etc., c'est un événement. Un bon moyen de planifier 2024, c'est aussi de se dire quelle est la durée de mon cycle de vente. Est-ce que c'est 3 mois, 6 mois, 12 mois, etc. Ça dépend à vous d'analyser ça. Et essayer de placer un événement, un rendez-vous prospect sur chaque phase. Donc si c'est tous les 3 mois, essayez d'avoir un webinar ou quelque chose de ce style. L'idée, c'est d'avoir un alibi pour échanger avec vos prospects et animer vos campagnes. Et après, on fait les contenus qui vont avec. Mais en fait, ça vous permet de planifier votre année et d'essayer de se dire, bon, c'est quoi le tempo qu'on va mettre? Et le tempo, ça dépend juste de votre cycle de vente, hein. Les gens qui disent, il vous faut toutes les 2 semaines un truc. Non, c'est faux. Si votre cycle de vente, il est de 6 mois, ça sert à rien de vous mettre en burn-out. Vous allez spammer votre base. Donc, mais par contre, si vous faites un événement tous les 6 mois et que votre cycle de vente est 3 mois, là, vous n'êtes pas assez actif en termes de marketing. Donc, c'est essayer d'accélérer, de donner plus de rendez-vous. Et là, il faut recycler, etc. si vous voulez pas créer du nouveau à chaque fois. C'est vrai qu'on n'a pas trop abordé ce sujet, mais c'est un peu comme dans le sport. Si on prépare un marathon, le plan d'entraînement n'est pas du tout le même que sur un 10 km. Et du coup, pour ça, il y a besoin d'une discipline. Et effectivement, comme tu le dis, si votre cycle de vente est très court, vous pouvez vous mettre une discipline plus régulière. Un contenu toutes les semaines, un contenu toutes les 2 semaines. Sur un marathon, au final, ça sera des sorties beaucoup plus longues, qui seront justement peut-être même plus régulières. On va peut-être commencer à courir 6 fois par semaine. Mais en tout cas, à vous de cadencer tout ça et à vous mettre des points dans votre agenda en mode là, je crée un contenu, là, je sors un article de blog, là, je fais ci, là, je fais ça. Par exemple, nous, chez Pilotine, en toute transparence, on est sur 1 à 2 articles de blog par semaine, 2 webinars par mois. On est sur un livre blanc tous les 2 mois et après des créations de vidéos régulières, des choses comme ça, une newsletter par mois. Enfin, on a une certaine cadence qui est suivie en interne et du coup, c'est en mettant en place cette discipline qu'on obtient des résultats sur le long terme. Super. Ok. Bon, c'était top. Merci beaucoup, Benoît. J'ai partagé le lien vers le Pledzi des codes. Qui est animé par toi, du coup, c'est ça, Benoît? Exactement, et nous, c'est toutes les 2 semaines. L'idée, c'est de prendre du recul sur l'actualité et les concepts marketing B2B. Parfait. Et je vous mets un petit lien vers les prochains webinaires de Pilotine. Notamment, on a dans 14 jours web marketing, est-ce qu'il faut sous-traiter ou tout internaliser? C'est un très bon débat et vous allez voir qu'il y a une petite surprise. Mais sous-traitance ou internalisation, on a dans 21 jours, on va parler de projet CRM. Combien coûte un site internet en 2024? Ça sera dans 1 mois. La stratégie réseaux sociaux pour 2024 aussi, d'ici 1 mois. Donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire directement sur le lien que je vous ai partagé. Il y a plein de contenus hyper intéressants qui sont toujours GID, gratuits, intéressants et désintéressés. C'est notre marque de fabrique. C'est exactement la même marque de fabrique chez Pledzi. Donc, merci beaucoup. Nous-mêmes, chez Pilotine, on a énormément appris à vos côtés et on apprend toujours pas mal de choses. Donc, si toi, comme nous, on peut rendre le monde du digital meilleur pour demain, c'est avec grand plaisir. Donc, merci Benoît pour tous tes conseils. On vous envoie toutes les infos. Si vous avez la moindre question, ajoutez Benoît sur LinkedIn, posez-lui des questions. Je pense qu'il sera un plaisir d'y répondre. Et puis, si vous voulez en savoir plus ou tester Pledzi, parce qu'ils ont des versions d'essai, n'hésitez pas à contacter aussi Benoît. Je pense qu'il fera un plaisir de vous orienter vers la bonne solution. Merci. Exactement. Excellent. À plus. Merci Julien pour l'invitation. Merci à toutes et à tous. Bonne journée.